Alors, nous sommes à la veille de la célébration du 50e anniversaire de la mort du regretté Malek Bennabi, le 31 octobre 1973, en pleine guerre du Ramadan, dont il a appris le déclenchement à l'hôpital de la Salpêtrière, alors qu'il était souffrant. Mais on a vu que ça l'a stimulé. Il a commencé par dire est-ce que c'est les radios arabes qui annoncent ça? Parce qu'en 67, les radios arabes ont désinformé. Quand on lui a dit que c'est le Figaro, Raymond Aron, il a dit ah bon, donc c'est vrai que la ligne Bar-Lev a été démantelée. Et donc c'est quelqu'un qui a écrit dans les années 40 jusqu'au milieu des années 50 où il a quitté la France. Et il fait partie de l'histoire intellectuelle de l'islam en France, puisqu'il y a vécu de 1930 à 1956. L'essentiel de ses ouvrages, il les a composés dans un petit village à côté de Dreux qui s'appelait Luac-Léré, devenu Luré, on a contracté. Et 50 ans après, on peut avoir une vision apaisée, non subjective, décantée, pour retenir l'essentiel des idées de Malek Bennabi et montrer que leur durée de vie est illimitée. Ce n'est pas des écrits de quelqu'un qui surfe sur l'actualité, qui s'est engagé dans l'islam sans être membre de l'association des ulama. Il était anticolonialiste, il fréquentait les partis, mais il prenait du recul. La vie à la campagne l'aidait à prendre son recul. Et moi, j'ai rencontré un des journalistes qui était stagiaire à Dreux, à la République du Centre, quand il a appris la parution de Vocation de l'Islam. Vocation de l'Islam, Bennabi a été invité à le présenter au Lions Club de Dreux. C'est un milieu qu'il ne fréquentait pas, mais ils ont vu le livre, il est venu le présenter. Et ce jeune stagiaire m'a dit, je suis parti à bicyclette jusque sur la petite colline là où il habitait. Il a passé une demi-journée avec lui. Et il a publié une demi-page dans la République du Centre qui mérite d'être retrouvée. On a les archives là à Dreux. Et il commence par lui dire, quand je suis arrivé en France, la première fois, j'ai eu un choc en tant que musulman. Bennabi était profondément musulman, c'était dû à la relation avec sa mère, qui était très religieuse. Il lui a dit, ce livre est le résultat de ce choc. 24 ans après, il est tombé comme un fruit mûr. Donc, les idées mûries pendant 24 ans, ça ne disparaît pas facilement. Et donc, il a essayé de prendre du recul. Il est parti d'une constatation, il a dit, la génération de mon grand-père était complètement évincée. Il vivait hors de l'histoire, le colonialisme l'a chassée, et elle a voulu chercher une évasion métaphysique dans le maraboutisme. La génération de mon père a commencé à prendre conscience des problèmes, et sa réflexion l'a amené à incriminer, à retenir 3 causes des difficultés de la société coloniale. On pointait du doigt la pauvreté, l'illettrisme et le colonialisme. Or, Malek Bennabi a dit l'université française a commencé à former des diplômés musulmans. Donc, on a lutté contre l'illettrisme. Mais on a créé une nouvelle catégorie qui pose plus de problèmes que l'illettrisme lui-même, d'où l'idée d'intellectomane. Il décrit de manière très sévère et ironique ce qu'est un intellectomane. Et cet intellectomane, il se met à pratiquer non pas la politique, au sens de la cité d'Aristote, mais la politique, au sens ironique de l'accent de Tébessa. Et ensuite, il a dit la pauvreté, nous avons des bourgeois, à Alger notamment, qu'il a connus dans les années 30, qu'est-ce qu'ils font de leur argent? Les écoles des ulama se plaignaient régulièrement des déficits chroniques. Donc il ne suffit pas d'avoir de l'argent, il ne suffit pas d'avoir de la connaissance, il faut la culture qui essaie de les orienter vers un objectif commun. D'où la grande importance du mot orientation dans toute son œuvre. Irshad, il dit orientation de la culture, orientation du capital, orientation du travail. Lui, il avait sa culture d'ingénieur, il utilisait l'histoire des rayons, le rayon laser, ça vient de là. Et on peut
provoquer un incendie uniquement en orientant des rayons solaires qui ne provoquent pas le feu. C'est leur concentration. Et donc, il était pour que toutes les énergies soient orientées dans la même direction. Donc, il faut une doctrine, il faut une vision et une conception du passé. Ensuite, il a dit le colonialisme. On a des réquisitoires toutes les semaines dans les meetings des partis. Mais en fait, le colonialisme, c'est la conséquence d'un problème plus ancien, c'est la colonisabilité. Or, la colonisabilité, elle est déduite de sa conception des problèmes de civilisation. Il a dit notre problème n'est pas d'ordre religieux. Il consiste pas, la solution ne consiste pas à épurer la langue arabe, comme les ulama, à bon escient, le faisaient parce que l'arabe classique était combattu. Ce n'est pas seulement la politique traditionnelle qui consiste à avoir des élus, etc. Il a dit c'est un problème de civilisation. C'est ce qui l'a amené à faire du Toynbee sans le connaître. Toynbee a écrit sur 22 civilisations. Or, quand Ben Nabi a écrit en 1949, Toynbee n'était pas connu en France. Le premier livre qui résume Toynbee, en français, c'est 51. Et arrivé au Caire, Ben Nabi en 56, il découvre Toynbee à la mode. C'est pour ça qu'il a ajouté 2 chapitres à la traduction des conditions de la Renaissance, où Toynbee est cité abondamment. Il est cité 0 fois dans les conditions de la Renaissance de 1949. Ça veut dire que les beaux esprits se rencontrent. Il a eu l'intuition et il s'est mis à étudier les conditions de la naissance, du développement, de la stagnation et puis du déclin. Et il dit la colonisabilité, c'est la conséquence du déclin de la civilisation musulmane, ce qui a exposé les musulmans à être battus assez facilement par les armées de la Reconquista espagnole, puis par les autres conquérants. Donc il a dit, tout en très sévère contre le colonialisme, parce que l'idée de colonisabilité lui a été reprochée en disant que ça fait le jeu du colonialisme. Or, lui, il a comparé le colonialisme au nazisme. Et il a dit, mis entre les mains de l'Europe, le flambeau de la civilisation devient la torche incendiaire. L'œuvre coloniale est un immense sabotage de l'histoire. Donc c'est très sévère. Mais il a dit, il ne faut pas se contenter de réquisitoires sonores sans effet, éducatifs et pédagogiques. Il faut traiter le problème à la racine. C'est en cela qu'il est fondamentaliste au point de vue historique et scientifique, pas au point de vue religieux. Et si vous voulez combattre le colonialisme, il faut se débarrasser de la colonisabilité. Et là, après, les gens ont découvert la formule de Hassan el-Banna. Sortez le colonialisme de vos poitrines, il évacuera vos territoires. C'est la même idée, mais que les gens, Ben Nabi et Hassan el-Banna, ont eu sans se connaître. Et donc, il a étudié les conditions qui font que la Nahda devienne un succès, alors qu'elle battait de l'aile. Et donc, il a apporté ce qu'un commentateur a appelé l'œuvre de Ben Nabi, c'est un programme de réforme du musulman moderne. Et il propose une modernisation qui ne soit pas réduite à un mimétisme de l'Europe. Et il a dit, il ne s'agit pas de combattre l'Europe ou d'adorer l'Europe, il s'agira de mettre au point les relations de l'islam émancipé avec l'Europe. Et ensuite, il est passé à l'étude de l'environnement non européen de l'islam. C'est dans le livre sur l'afro-asiatisme, la conférence de Bandung, où il dit ce groupement de 29 peuples hétérogènes ne peut pas aller très loin s'il n'y a pas un rapprochement culturel. Il était pour un dialogue entre l'humanisme musulman et la non-violence de Gandhi. Et c'est la raison pour laquelle Malik Ben Nabi, qui a composé son œuvre totalement, ou presque, en France, il fait partie intégrante de l'histoire intellectuelle de l'islam en France. Et dans un livre synthétique, il mérite une place, la place qu'elle mérite aux côtés des autres intellectuels. Mais lui, il va au-delà du Maghreb, de l'islam en France. Benoît Méchain l'a appelé en 1960 le plus grand penseur de l'islam contemporain. Benoît Méchain n'était pas inféodé aux fondamentalistes. Il a lu Vocation de l'islam sans connaître l'auteur. Et il a demandé à le voir par le chef. Donc, quelqu'un qui a cette stature, il peut être au centre d'un programme éducatif qui sera très bénéfique à l'islam en France et notamment aux musulmans instruits.